Écolo-ayatollah, tyrannie verte, écoterrorisme. Des termes qu'on entend de plus en plus dans le débat public. Entre infox, récupération politique et clash médiatique, on dirait que l'écologie dérange. Mais pourquoi ? Qui a intérêt à décrédibiliser le combat écologique ? Et comment sortir de ce piège pour réconcilier écologie, société et démocratie ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bienvenue dans Podcaster by Marjolaine. Ici, on passe les grands sujets qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème chaud bouillant. Est-ce que l'information et nos politiques contribuent volontairement ou non au bashing écolo? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cuny. Jérôme, tu es océanographe, physicien de formation et depuis plus de 25 ans, tu es au cœur des enjeux climatiques. Après un parcours académique solide, tu as cofondé 3 entreprises liées au développement durable. Puis, tu t'es formé au concept de redirection écologique, une approche qui consiste à questionner le pourquoi avant le comment, afin de redéfinir nos besoins en profondeur. Tu es aussi auteur de 2 ouvrages, Relocalisé paru en 2022 sur la réindustrialisation en France dans un cadre écologique, et tout récemment, en avril 2025, La redirection écologique des entreprises, un guide méthodologique qui aide les organisations à se transformer de manière plus radicale, au sens de revenir à la racine, au pourquoi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord apprendre à mieux te connaître avec un portrait chinois. Je te donne une phrase et puis tu la termines comme tu veux. D'accord. C'est bon pour toi ? C'est bon. C'est parti. Si tu étais un mot qu'on entend trop dans les médias, tu serais ? Les écolos avec un Z. Avec un Z. Ouais, Pourquoi ? parce que ça englobe tout le monde, tout et n'importe quoi. Et c'est une masse non définie, Ouais. ce qui permet de raconter après les écolos, ça permet de raconter à peu près n'importe quoi, puisque ça englobe une masse informe dont on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et on crée ça qui permet de créer une imagerie simplifiée, mais trop simpliste aussi, et qui ne permet pas d'engager la discussion de façon concrète. Si tu étais une fake news climatique célèbre ? On a toujours eu des changements climatiques, c'est lié au soleil. C'est lié au soleil. Si tu étais une chaîne YouTube, tu serais ? Là, je vais parler d'une chaîne que j'aime bien, que je regarde régulièrement, qui s'appelle Élucide, qui parle de sociologie et d'économie et qui combine souvent les deux, qui est très très intéressante, où j'apprends beaucoup de choses. On mettra le lien dans la description. Si tu étais un journal ou un magazine, tu serais ? Bonne question. Un journal ou un magazine Socialter. Socialter ? Oui, un magazine que je lis pas assez régulièrement, mais qui, je trouve, fait un point assez régulier avec des sujets intéressants. Et si tu étais une info qui redonne foi en l'écologie, tu serais quoi ? Alors j'en ai bien besoin et il n'y en a pas souvent, mais je dois avouer que les 2 millions de signatures contre la loi Duplon, pour la pétition contre la loi Duplon, en plus au plein milieu de l'été, m'a donné beaucoup de bonheur et d'ondes positives cet été. Est-ce que tu peux un peu expliquer de quoi il s'agit ? Donc au début de l'été a été votée une loi à l'Assemblée nationale qu'on résume par le terme de loi Duplon du nom du député qui la portait. Député ou sénateur, d'ailleurs, j'ai un doute, excusez-moi, mais je crois qu'il est député, et qui englobait plein d'éléments qu'on a appelés de simplification écologique. On a entre autres beaucoup retenu le fait qu'il réautorisait un néonicotinoïde, donc un type de pesticide, principalement utilisé dans la culture de la betterave et de la noisette, mais qui, comme beaucoup de pesticides, est considéré comme dangereux. Malheureusement, on en retrouve dans l'eau partout en France aujourd'hui. Et donc, c'était considéré comme un recul qui n'avait juste pas de sens, même s'ils ont essayé de faire en disant c'est temporaire, c'est contrôlé, etc. Mais ça allait à l'encontre de la dynamique générale qui est il faut qu'on réduise très fortement nos usages de pesticides. Il y avait aussi d'autres éléments dedans qui sont un peu passés à la trappe, qui d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a retoqué la partie sur les néonicotinoïdes, mais il en reste plein d'autres, dont la facilitation de la mise en place de ce qu'on appelle les méga-bassines, qui avait fait gros scandale il y a quelques années parce qu'il y avait eu beaucoup de mouvements, dont le soulèvement de la terre à Sainte-Soline,
puisque beaucoup de scientifiques pointent le fait que les méga-bassines sont une solution temporaire, mais qui n'a pas complètement de sens pour gérer le manque d'eau dans certaines régions de France. Oui. Et la loi incluait la facilitation de la mise en place de ce type de méga-bassines, ce qui n'était pas non plus une bonne nouvelle. Cette partie-là est toujours dans la loi. Et donc, elle a fait réagir beaucoup de gens. Et ce qui était impressionnant, c'est que c'est une jeune étudiante qui n'a pas 25 ans, si je ne me trompe pas, qui a écrit un message et qui, sur le site de l'Assemblée, pas sur un site de pétition, il en existe plein, mais vraiment le site de l'Assemblée, on peut lancer une pétition officielle et qui, à partir de certains seuils, oblige à rediscuter la loi. Ça ne pouvait pas remettre en cause la loi, mais pouvait la rediscuter. Et il y a eu un engouement alors qu'on était au mois de juillet, donc déjà dans la phase des vacances précieuses aux Français. Ouais. Et à partir d'1 million de signatures, il y avait une obligation à rouvrir la discussion à l'Assemblée, sans possibilité de changer la loi, mais au moins de discuter. Et en fait, en 3 semaines, on est arrivé à 2 millions de signatures. Donc, c'était très positif, ça a fait beaucoup de bien parce que, comme tu l'as indiqué en introduction, ça fait 25 ans que je suis sur ces sujets et que je m'arrache les cheveux, j'ai la chance de ne pas trop les perdre, mais je me les arrache moi-même. Donc, je prends toutes les bonnes nouvelles, surtout quand elles sont aussi fortes que celles-ci, pour montrer je ne suis pas tout seul à penser qu'il y a des choses qui sont plus très cohérentes dans la manière dont on organise notre pays. Ouais. Donc, ça a fait beaucoup de bien. Alors, c'est une très bonne transition, merci. Justement, en parlant de cohérence, je te propose un jeu qui s'appelle Cliché ou réalité, parce que finalement, la cohérence, il n'y en a peut-être pas beaucoup quand on parle d'écologie, ou en tout cas dans notre compréhension de chacun de ce dont on parle. On parlait de radicalité tout à l'heure, on y reviendra. Donc, j'ai posé des questions et tu me dis si c'est un cliché ou si c'est une réalité. Les médias aiment faire peur avec l'écologie. Oui et non. Je dirais que les médias écolos, ceux qui traitent des sujets, vont vouloir être un peu peut-être catastrophistes, sauf que je pense qu'ils ne sont pas très loin de la réalité en général. Et dans les grands médias, on voit une évolution où ils dépassent les simples sujets. Oh, il fait chaud aujourd'hui. Oui. On a été beaucoup à se réjouir du fait que sur TF1, je crois, après le journal de télévisé, il y a eu toute une séquence sur les limites planétaires pour essayer vraiment de comprendre au-delà de juste il fait chaud et essayer de complexifier un peu le sujet parce qu'il est complexe et qu'on ne peut pas rester en surface. Donc je trouve que les médias écolos, peut-être, si vous n'écoutez que ça, vous pouvez devenir pessimiste parce qu'ils sont catastrophistes. Les médias, on va dire, traditionnels avancent, évoluent, vont plus loin sur les sujets, mais pas assez au point de vraiment montrer le niveau de dangerosité, carrément, je dirais, de la situation. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs dépassements de 40 degrés cette année en France. Ouais. Il faut comprendre que ça va se répéter et se répéter et se répéter. Et au jour le jour, nous, on a juste chaud. Quand on est agriculteur, on a certaines cultures qui brûlent sous le soleil. Alors, elles ne brûlent pas, elles ne prennent pas feu, mais qui meurent parce qu'il fait trop chaud. Donc, ça a des vraies conséquences sur la production agricole. J'ai encore lu un article académique cette semaine sur ce sujet. C'est inquiétant parce que perdre 5, 10, 15%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme si vous vous mettez à perdre ce genre de choses sur l'agriculture. Ouais. Et là, je pense que les grands médias n'en parlent pas assez sur le fait que ça, c'est une vraie catastrophe. Et je parle même pas de l'effondrement de la biodiversité où on estime que 75% des insectes en Europe de l'Ouest ont disparu. Des choses, c'est une catastrophe totale. Il y a un grand débat chez les biologistes, est-ce qu'on est vraiment dans un effondrement ou pas, et ça. Mon but, la peur ne suffit pas, mais être plus réaliste, je pense, aiderait à passer un cap sur le besoin de mise en action. Ouais, mais ça ne peut jamais être la seule chose. Donc, médias traditionnels, encore quelques progrès à faire pour être plus réaliste et peut-être un petit peu plus catastrophiste. Les médias écolos, pour moi, ne doivent pas arrêter. Je pense que c'est à chacun de doser pour ne pas s'enfoncer dans une déprime, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, comme on l'a dit tout à l'heure. Elles sont un peu moins nombreuses que les mauvaises nouvelles. Les lois écolos sont trop complexes pour être comprises. Cliché ou réalité ? Cliché. Cliché ? Cliché, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de... il faut y passer un peu de temps, et il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Okay. Après, il ne faut pas mélanger la loi,
des procédures qui doivent s'appliquer aux différentes organisations qui doivent respecter ces lois. Il est vrai que pour... alors, je sais pas vraiment un loi, c'est un label, mais pour obtenir un label bio, ce n'est pas simple en tant qu'agriculteur. Quand vous êtes une ville et que vous voulez mettre en place les ZFE, zones de faible émission, ce n'est pas simple parce que ça affecte la population. Donc la mise en action n'est pas toujours simple, mais le principe des lois derrière part souvent d'éléments scientifiques qu'on peut tous comprendre. Quand une ville est trop polluée, il faudrait que les voitures émettent moins de polluants et de gaz à effet de serre. Quand on manque d'eau, il faut arrêter d'arroser, de remplir des piscines. Enfin, des choses que je pense qu'on peut tous comprendre. Facile. Oui. Après, la formulation et les procédures qui en découlent peuvent là rejoindre la complexité. Mais en général, c'est pas ce que tout un chacun va gérer. Par contre, chaque secteur peut être un peu déprimé en se disant « je comprends le sens de la loi, mais la procédure qu'on me rajoute complexifie mon travail ». C'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment en demandant de la simplification parce que cette complexité rajoute. Sauf que, est-ce qu'elle n'est pas indispensable, cette complexité, parce qu'on vit dans un monde complexe dès qu'on prend en compte vraiment l'environnement? On y reviendra. Les politiques préfèrent les effets d'annonce aux vraies actions. Cliché ou réalité? Oui, bien sûr. Ils sont comme tout le monde. On regarde des vidéos de 30 secondes et eux veulent faire des tweets ou autres pour mettre en avant leur action. Je ne dis pas qu'ils ne réfléchissent pas en profondeur sur les sujets. Il y a une loi sur contre la fast fashion qui est sortie au printemps, avec toute cette complexité qui venait, puisque les écolos... je suis en train d'utiliser une expression qui ne me plaît pas. Les personnes qui défendaient, avec un Z, qui essayent de défendre des idées plutôt radicales, considéraient c'est très bien d'essayer de ralentir les volumes d'achat de vêtements chez Shein ou d'objets chez Temu. Sauf qu'il ne fallait surtout pas toucher aux entreprises européennes comme Zara, par exemple, qui ne faisaient pas de l'ultra fast fashion, mais qui, dans son modèle économique, était déjà dans la fast fashion, qui est aussi problématique que l'ultra fast fashion. Donc, il y a des choses profondes qui sont portées par quelques hommes et femmes politiques. Dans ce cas-là, c'était une femme politique. Mais dans l'ensemble, ils cherchent le court terme. Enfin, on en parlait en préparant ce podcast. La notion du centre du temps. Ils oublient le passé et ils ne se projettent pas assez dans l'avenir. Oui, c'est ça. L'écologie est devenue un luxe de privilégiés. Cliché ou réalité? Oui et non. Mais surtout non. Oui, parce que quand on réfléchit croissance verte, développement durable, qui pour moi sont déjà dépassés, c'est-à-dire on transforme juste les moyens, c'est-à-dire le comment. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter une voiture électrique, c'est cher. Acheter de la nourriture bio, c'est plus cher, entre 10 à 20% en moyenne le panier, etc., etc. Sauf que le fondement élémentaire de l'écologie qui va venir, qui devrait venir, je l'espère, c'est la sobriété. C'est acheter moins de tout. Donc, en fait, théoriquement, vous allez même économiser de l'argent. Je fais une énorme distinction parce qu'on va toujours me renvoyer, entre autres les politiques, sur l'idée que, oui, mais on ne va pas enlever moins aux gens qui sont déjà moins fortunés. Et moi, je rappelle tout le monde, ce n'est pas eux qui vont réduire. Eux, ils sont déjà très sobres, ils ne polluent pas, ils émettent peu de CO2 parce qu'ils ne font pas grand-chose. Quand vous n'avez pas de budget, votre niveau d'impact sur l'environnement est proportionnel à vos revenus. Point barre. Donc, oui, c'est un luxe, parce que si vous voulez continuer à acheter plein de trucs verts, avec plein de guillemets, adjectif catastrophique s'il en est, oui, ça coûte plus cher que d'acheter l'équivalent, on va dire, classique. Sauf que si vous achetez moins de trucs, c'est pas un luxe, non. Vous avez moins besoin d'argent même. Oui, absolument. Oui, donc la sobriété, de toute façon... qui est le meilleur. Le produit le moins polluant, c'est celui que vous achetez pas. Exactement. Mais après ça, il y a tous des débats sur comment est-ce qu'on rémunère l'agriculture. Il faut regarder le budget des ménages, la proportion associée aux aliments, par exemple, qui peut être un sujet. Le bio est assez symbolique sur l'alimentation. J'encourage tout le monde à regarder le pourcentage du budget des familles pour l'alimentation dans les années 60 et aujourd'hui. On a divisé par 2 presque. On l'a divisé par 2 par rapport aux en pourcentage 60. du budget. Le montant, avec l'inflation et tout, a augmenté, bien entendu. Mais en pourcentage de votre budget, ce que vous accordez à la nourriture a été divisé par 2.
ce qui est parti dans les loisirs et tout. C'est ça. Mais en Donc, volume de nourriture, on mange pas moins. On mange pas moins, mais les prix, ont baissé. parce qu'on presse, etc. Et on est devenu plus productif, même si dans l'agriculture, la productivité stagne, elle s'améliore de moins en moins vite, ou elle stagne. Sur la production du blé, ça fait 30 ans qu'on fait plus d'amélioration de productivité. On est à 7 tonnes de l'hectare depuis 30 ans. Donc on est censé être une société hyper techno, production du blé, on fait plus de progrès, par exemple. Mais on squeeze les agriculteurs, on squeeze les intermédiaires, parce qu'on est là, il faut toujours moins cher, toujours moins cher. Est-ce que sur des choses essentielles, ça a vraiment du sens de dire moins cher ? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer plus de temps à dépenser de l'argent dans la nourriture que sur les plateformes de streaming et ou, autre sujet, sur son loyer, puisque le logement est à peu près, pas le seul, mais un des éléments qui est venu prendre beaucoup sur notre budget par rapport à l'alimentation. Mais ça a été aussi un choix de société, un choix des foyers français aussi, je passe moins de temps à cuisiner, je fais un peu moins attention aux produits que j'achète, et ce qui me permet d'acheter plein d'autres trucs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu en fait une évolution totale des mentalités finalement qui ont fait qu'on a bougé nos centres d'intérêt comme tu le dis. Et alors justement, dernière question, les Français en ont assez qu'on leur dise quoi manger, quoi conduire, quoi chauffer? Cliché ou réalité? Donc tu es en train de découvrir que je n'aime jamais une seule réponse, etc. Donc entre les deux, oui, c'est en partie vrai. Et c'est en partie faux, parce que tous les dynamiques vraiment écologiques partiront toujours de l'idée qu'il faut co-construire. Et en fait, toutes les initiatives que je vais vraiment appeler sérieuses partent toujours de l'idée comment on fait pour construire avec la population. Et pas de tout en haut. Donc pour faire un peu de l'esprit Startup Nation, il faut qu'on arrête de faire du top-down, du descendant, et il faut faire du bottom-up. C'est-à-dire il faut partir de la population, de comment elle le voit. Chaque fois que vous vous posez avec la population, elle sort des idées aussi bonnes que ce que moi qui passe des années à réfléchir. Je donne toujours l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui a quelques années maintenant, où on a pris 150 citoyens tirés au sort. Alors, le fait qu'ils aient accepté fait qu'ils avaient peut-être un petit intérêt sur le sujet écologique, donc il y avait peut-être un biais dans les 150 citoyens. Mais théoriquement, ce sont des citoyens, on va dire, lambda, pas spécialistes en tout cas. Au bout de 8 mois, ils écoutent des spécialistes, ils réfléchissent entre eux, etc. Ils sont sortis avec 150 propositions, 100 ou 150, propositions, mais quand je les ai lues, je dis, mais en fait, à quoi je sers ? Vous prenez n'importe qui dans la rue, vous les faites étudier ou travailler ou réfléchir pendant 6 mois, ils arrivent aux mêmes conclusions que moi qui y ai passé 25 ans. Ça prouve bien que ce n'est pas une histoire d'intelligence. Parce que selon toi, c'est le temps. C'est du terrain aussi. C'est le temps. On leur a donné le temps, ils étaient même rémunérés. Et j'en ai rencontré des gens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. 2 éléments, ils ont travaillé comme des fous. Elle m'a expliqué, pas qu'elle, mais la personne principale avec qui j'ai passé le plus de temps m'a expliqué qu'ils se faisaient des réunions en visioconférence avec d'autres participants entre les meetings, parce qu'ils se voyaient une fois par mois ou une fois tous les mois et demi à peu près. Mais ils se parlaient entre eux, ils lisaient plein de rapports, ils ont travaillé, ils ont fait plus ou moins ce que je fais moi, un peu au jour le jour. Et ils sont montés en connaissance, pas en compétence, ils sont montés en connaissance. Et surtout, vous en parlez à chacun d'entre eux, ils vous disent, ça a changé ma vie, ma vision du monde. C'est-à-dire que je suis capable de réfléchir, je suis capable de contribuer à la réflexion à l'échelle de mon pays. Ce qui est censé être la politique, pas au sens petit p, mais grand P, la politique, la vie de la cité. C'est pas la vraie, c'est le concept de politique par rapport à la politique partisane. Et en fait, dès que vous impliquez les gens, mais ils savent très bien. Et ils ont très bien conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que la Terre est limitée. Ils en ont conscience. Mais où est le temps dans leur vie pour se poser et réfléchir ? Ces conventions citoyennes sont un moyen. Et bien, plein de territoires lancent des choses de ce type-là, où ils impliquent la population, et si vous leur donnez du temps et des moyens pour y réfléchir, ils arrivent aux mêmes conclusions que, je vais mettre plein de guillemets, que les intellectuels proposent en disant « J'ai réfléchi depuis 10 ans, tiens, je pense qu'une bonne piste, c'est descendre la vitesse sur autoroute de 130 à 110. » Truc, on râle, on n'aime pas ça, un truc machin. 150 citoyens se posent, mais en fait, si on se dit qu'on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui marche bien ? Ralentir la vitesse des voitures. Et ben on le met dans nos propositions.
eh ben, n'importe quel citoyen peut arriver à faire ces éléments. Et ça émerge, doucement, mais ça émerge en France. Donc, on leur dit quoi faire, sauf qu'il y a plein d'initiatives qui disent non, mais on ne va pas vous dire quoi faire. Vous allez dire ce qu'on doit faire, ce que nous devons faire collectivement. Et c'est indispensable, sinon la résistance sera énorme. Parce qu'on est une démocratie et que les gens, d'autant plus dans notre esprit libertaire, on n'aime pas qu'on nous dise quoi faire. Et si on le construit, les gens adhèrent toujours plus à quelque chose qu'ils ont décidé. Même si c'est peut-être un compromis, consensus par rapport à leurs propres convictions et qu'il faut prendre en compte les autres, mais quand même, on le voit dans les études psychologiques. Si ce que je co-construis, j'y adhère beaucoup plus. Oui, absolument. Oui, c'est tout à fait logique. Et puis ça engage, en effet, ce que tu disais, la base, ceux qui font le pays. Alors justement, très bonne transition, j'aime bien, tu me fais toutes mes transitions. L'écologie, aujourd'hui, elle est mal racontée, globalement. Comment est-ce qu'on peut éviter le catastrophisme tout en disant la vérité? Ou alors, est-ce qu'on peut l'éviter? Ou est-ce qu'il faut être catastrophique? Tu parlais tout à l'heure des médias, des grands médias qui ne sont pas assez catastrophiques. Où est-ce qu'on met le curseur pour que la narration, finalement, de ce qui est en train de se passer soit intégrée et non pas vue de l'extérieur comme un film qui serait en train de se passer sous nos yeux, où on n'aurait pas du tout envie d'y participer, où on ne se sentirait pas impliqué par ça? Alors, il y a deux éléments à ça. Il y a des débats qui sont toujours un peu en cours en psychologie, sociologie, dans les milieux de réflexion écologie, sur est-ce qu'il faut faire peur ou pas. C'est un des grands sujets. J'ai toujours pas trouvé de réponse tranchée chez qui que ce soit. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent surtout pas. Ça, c'est le grand truc. Et je demande souvent dans mes interventions, parce que je veux être en compromis, où est-ce que vous voulez que je mette le curseur ? Parce que moi, en fait, si on me pousse, et en discutant un petit peu en préparant ce podcast, je pense que tu l'as entendu, c'est si on me pousse un peu, je suis plutôt pessimiste dans l'absolu, avec plein de petites touches d'optimisme. La conclusion intermédiaire à laquelle je suis arrivé, c'est je pense que la peur peut fonctionner, elle est utile, sauf que pas seule. Si vous n'ouvrez pas des perspectives pour tout de suite passer à une projection de « ok, c'est le bazar », pour rester poli, c'est le bazar, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous faites ça, les gens peuvent encaisser l'inquiétude. Mais est-ce qu'on peut l'éviter ? Moi, je ne suis pas complètement sûr. Un autre élément vis-à-vis de ce que tu as dit, d'ailleurs très intéressant, sur le fait de voir, ce qui aide et ce qui fait réagir le plus, c'est soit quand on fait des présentations spécifiques au territoire où les gens habitent, en expliquant les impacts du changement climatique, de la pollution des eaux, de l'effondrement de la biodiversité, et qu'ils vont finir par réagir en disant « mais c'est vrai que j'avais remarqué ça ». Et des fois, les gens commencent à le réaliser d'eux-mêmes. Aller voir la rivière que j'ai vue toute ma vie et que de temps en temps, j'ai vu déborder et parfois un petit peu baisser. Et là, je n'ai pas d'exemple précis, mais ça fait 2 ans, 3 ans que je la vois à sec tous les étés. Là, ça choque les gens et ça me fait même peur. Si derrière, ils n'ont pas des opportunités de trouver des pistes de réflexion, d'ouverture, d'espoir, vous créez du désespoir. C'est là où il faut trouver ce compromis. Donc, je crois que la peur est indispensable. Je vais l'appeler prise de conscience, mais comme on est tellement confortable, cette prise de conscience, elle est des fois, on parle de dissonance cognitive parce que elle vient en décalage avec notre mode de vie, cette réalisation. Mais des fois, on parle souvent de la courbe en U ou la courbe du deuil pour faire un peu le lien. Ben, si on doit faire le deuil d'un monde passé sur un terrain de mode de vie qui n'est pas soutenable, ben, on peut peut-être pas éviter de passer par la peur, la tristesse, la colère, la négociation, la déprime peut-être en partie, avant de rebondir pour reconstruire, se reconstruire et développer. Je ne pense pas qu'on puisse éviter ça. Et c'est pour ça qu'on, entre autres dans la redirection écologique, on parle beaucoup d'accompagnement. Arriver en disant juste c'est la catastrophe, c'est contre-productif. Si derrière vous allez dire c'est la catastrophe, mais posons-nous ensemble pour réfléchir comment on pourrait l'approcher. C'est toujours cette notion de temps qui revient. Finalement. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc ça, c'est un choix de société, de dire qu'on n'a pas le temps. Non, mais je fais exprès, tu vois, oui. Parce que finalement, regarde, les choix qu'on fait tous au quotidien, quand quelque chose de très banal, on te dit, tu rentres le soir, tiens, t'as pu faire ça. Ah ben non, j'ai pas eu le temps. Non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je l'ai pas mis en priorité
dans ma journée. Finalement, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a plein d'injonctions contradictoires. Tu parlais de biais tout à l'heure cognitifs. On est tous bourrés d'injonctions contradictoires. Oui. Et cette notion de temps, finalement, si on ne donne pas cette espèce de moment et d'autorisation de dire, ça y est, regarde là, il faut prendre du temps. Et donc, on va revenir sur ce qu'ils ont fait dans les territoires ou alors ces conventions citoyennes. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut se dire on peut faire autrement. On peut décider d'allouer, en effet, nos budgets, notre temps, nos envies, notre temps aussi cérébral dispo pour faire ce genre de choses, quoi, et de faire évoluer le bien commun. C'est pas compatible avec l'idée du toujours plus. Et oui. Alors, on pourrait dire toujours plus de temps pour réfléchir, ça pourrait, mais le toujours plus est associé à tout sauf à ça. Oui. Il faut travailler plus, comme un célèbre président, travailler plus pour gagner plus, comme un célèbre président, la célèbre formule d'un président nous l'a dit. Et même quand c'est pas sur le travail, et encore ça dépend parce que voilà, ça dépend de quelle situation professionnelle on est. Ça l'est même sur les loisirs. On le voit, on en parlait un peu, cette expression, le FOMO, le fear of missing out. L'impression, si j'ai pas fait ça et ça dans ma vie, c'est-à-dire vu le maximum de pays, en voyageant le maximum, en ayant fait tous les sports imaginables, en ayant vu toutes les dernières séries, il y a toujours le peur de pas avoir tout fait. Oui, souvent, mais si vous regardez là-dedans, il n'y a pas d'appréciation. On finit par perdre l'appréciation du fondement de pourquoi on le faisait. Oui. C'est-à-dire que les gens, ça peut arriver, mais rarement partent 1 mois, 2 mois quand ils vont découvrir un pays. C'est 1 semaine, 10 jours, 15 jours. On ne découvre pas un pays vraiment ou une culture en 15 jours. Et en plus, des fois, on ne sort pas nécessairement du club où on est parce que, bon, etc. Donc, même le sens du toujours plus se vide de la substance. Et donc, ça perd son sens. Donc, on court beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup l'expression « on est dans la roue du hamster ». Oui. On court, mais on va nulle part. Oui, exactement. Et donc, on a moins de temps pour le lien, moins de temps pour voir les amis, moins de temps pour passer du temps avec sa famille, ses enfants, moins de temps pour cuisiner, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport à l'alimentation. Parce que tout le reste a pris toute la place et il faut en faire le maximum. Et revenir, et je sais que ça paraît simple et naïf, mais on en est là. Quand on parlait de radical, revenir à la racine, revenir à des choses simples. Oui. Alors, j'ai l'impression de sortir un slogan d'une certaine marque d'agro-industrie, mais c'est vrai, revenir à des choses plus simples. Et en fait, les études sociologiques et psychologiques le montrent, qui nous apporteront plus de sérénité, plus de bonheur et d'équilibre que le toujours plus. Ouais. Toujours plus d'amis, d'ailleurs. Aussi, les réseaux sociaux ont créé ça, qui ne sont pas des amis, qui sont des connexions. Toujours plus de connexions, plus d'amis, plus de vidéos. Plus. Et en fait, on remplit sa vie. Le lapsus est intéressant, mais on la vide de sa substance. Oui. La substance manque. Oui, c'est ça, la substance manque. Et en fait, est-ce que tu penses que l'écologie... alors, je pense que c'est même plus large que l'écologie, mais est-ce que ça manque de récits positifs, finalement? Tout ce que tu es en train d'expliquer, ça paraît un peu... comment dire tiède pour ceux qui sont... ils sont écrasés pour moi, parce qu'il y en a, mais on ne les voit pas beaucoup. Oui. On ne les voit pas beaucoup parce que on est encore en partie en phase d'information, comme on disait. Donc on essaie d'informer la population et où on va vous parler de solutions. Oui. Et en fait, dès qu'on creuse, on en revient à ce qu'on discutait, les solutions toutes faites, en fait, il y en a très 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 peu. Et ou sinon, on va retomber sur des solutions technologiques dont on s'aperçoit par l'effet rebond et d'autres éléments qui ne résout en fait pas le problème, qui rajoute juste un truc. Là, par exemple, je vois quelqu'un sur LinkedIn en ce moment que je regarde, très intéressant, qui nous explique comment les dernières IA consomment pas tant d'énergie que ça, donc n'émettent pas tant de CO2. Et j'ai été obligé de lui faire un commentaire en disant « Oui, mais n'oublions pas que c'est un truc nouveau, donc en plus ». Donc là, tu es en train de dire, on rajoute un nouveau truc dans notre panier qui va émettre du CO2. C'est super qu'il n'en émette pas beaucoup, mais notre but, c'est d'en émettre moins. Donc on rajoute un truc dans notre panier. Donc on écrase les récits plus sobres, plus de vie peut-être plus simple, plus connectés avec les humains entre eux et les non-humains, les animaux, les plantes, la faune, la flore, que des récits de techno et autres. Comme ces récits que j'appelle vraiment positifs, qui vont dire, mais en fait, vous savez, si on ralentit, si on adopte
un mode de vie écologique qui ne veut pas dire tout arrêter, qui veut dire reconnecter au vivant et ne pas l'oublier parce qu'on est des vivants et on vit dans du vivant et que si on le détruit, on va finir par s'autodétruire. Ces récits-là attaquent le fondement de notre société, remettent en cause le fondement de notre société. Donc ils sont beaucoup invisibilisés, pas beaucoup mis en avant, et on va nous faire des récits tièdes, j'aime bien l'expression que tu dis, qui sont un peu tièdes, qui peuvent faire plaisir aux gens, mais qui, je pense, faussent le message. Donc il y en a plein, mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher. Ils ne sont pas assez visibles, et je pense que c'est en partie lié au fait que soit ils sont complexes, soit ils remettent en cause le paradigme de notre société, et ni les médias, qui sont tous sauf radicaux, ni les politiques, qui sont tous sauf radicaux, n'ont envie de mettre ça en avant, parce que c'est complexe, c'est long. Donc quand on veut se faire réélire dans 5 ans, et qu'on propose quelque chose sur 20 ans, on se dit, mais les gens... pour les autres. Voilà. Ça, et on ne va pas me suivre. Là, les gens, ils veulent des résultats dans 2 mois. Oui. Ils ne veulent pas des résultats dans 10 ans. Oui. Sauf que remettre tout à plat, repenser en grande partie toute notre société, ça ne se fera pas en 2 mois, ni même en 5 ans. Donc les politiques, si je lis entre les lignes, ils s'y prennent mal aujourd'hui avec l'écologie. Moi, je pense qu'ils n'ont même pas les cartes pour s'y prendre mal. Ok. Pourquoi ? Donc on s'est mis d'accord sur le fait que je restais poli dans ce podcast. Donc ils sont pas tellement plus informés que la moyenne de la population. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat. Ils n'ont pas conscience du niveau de problématique auquel on est confronté, aussi bien environnemental que économique au passage. Je pense que les 2 sujets qui sont liés, bien entendu, parce qu'on vit dans un système lié, ils n'ont même pas conscience du niveau de la problématique. Et ils ne veulent pas l'entendre parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des humains à la fin. Oui. C'est-à-dire ils ont leurs schémas mentaux, leurs habitudes, leurs convictions, leurs valeurs, mais sur la valeur, je pense que les valeurs, il n'y a personne qui veut le mal de l'humanité. Il y en a quelques-uns, mais bon, on essaie de les éviter quand même de plus en plus, de ne pas trop les mettre au pouvoir. Enfin bon, c'est limite en ce moment, mais bon. Et ils n'ont pas conscience du niveau de problématique, et je pense qu'ils ont peur. Comme la population, c'est-à-dire non mais attends, il va falloir tout remettre en cause. Et la première réaction, c'est pas possible. Alors, je rappelle toujours, les lois de la physique de l'univers, on peut pas les changer. Les lois de fonctionnement de nos sociétés, ça s'appelle le contrat social. Ouais. C'est nous qui les avons organisées. L'économie, c'est un système que les humains ont inventé. C'est pas une loi de l'univers. Donc tout ça, on peut le remettre en cause. Mais c'est sûr que c'est difficile, c'est complexe. Et quand vous changez le mode de vie ou le cadre de pensée d'une population ou de citoyens, dont des hommes et des femmes politiques élus, ça fait peur, c'est compliqué, c'est une forme de violence. Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une aversion à la perte aussi qui va les empêcher ? Bien sûr, ils ont les mêmes biais que nous, ça reste des êtres humains. Ouais. Alors, ils ont une position plus visible, ils ont un pouvoir démocratique par le fait de voter des lois plus important que toi et moi au quotidien, mais à la fin, c'est des êtres humains. Alors, ils ont des convictions qui peuvent les bloquer. Le manque d'imagination, ça est assez généralisé, mais je le vois de mes étudiants aux personnalités politiques. Des 2, le niveau d'extrême de pouvoir. Je ne dis pas qu'un étudiant a 0 pouvoir, mais bon, allez, s'il est majeur, il peut voter, quoi. Okay. Mais il n'a pas de pouvoir économique, il n'a pas de pouvoir, etc. Il est étudiant. Mais le manque d'imagination sur comment pourrait être une société différente a atteint un niveau, mais catastrophique. Et je le vois dans toutes les couches de la société. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'éducation, le niveau de vie. Bac plus 5, bac plus 8. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais j'en peux plus d'entendre c'est pas possible. De quoi tu parles ? Là, je t'explique pas d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Je parle de... ce qui n'est pas possible, pour ceux qui ne sont pas physiciens, ça n'est pas possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Là, je parle de changer l'organisation de notre société. Oui. Mais il faut l'imaginer, on revient à ce qu'on disait, il faut pouvoir l'imaginer. Et bien, il y a même ce pouvoir de l'imagination qui a disparu, et c'est dans toutes les couches de société, dont les hommes et les femmes politiques, pressés par le temps, l'instantanéité, dans leur état d'esprit et demandé par la population qui s'est habituée à... Il y a un problème, une réaction, un problème, une réaction. Les médias poussent à ça. Des choses comme Twitter ont été catastrophiques, je pense, pour ça, sur l'instantanéité. Et ça tue l'imagination. Et les hommes et femmes politiques sont comme le reste de la population. Ils n'y arrivent pas, du mal à comprendre le constat et du mal à imaginer autre chose. Ouais. Quand il y a eu quand même Valérie Masson-Delmotte, qui était chercheuse, glaciologue française,
sommité mondiale, qui était vice-présidente du GIEC, donc le groupement intergouvernemental pour l'étude du climat, qui sort les rapports tous les 5-6 ans, etc., qui a proposé une session d'information et de sensibilisation au climat à l'Assemblée nationale. J'ai vu des photos. Il n'y a même pas un quart des députés qui sont venus. Bon, c'est un problème. Quand vous avez là, c'est pas Jérôme Cuny, personne ne sait qui c'est, même si je peux à peu près expliquer les mêmes choses que Valérie Masson-Delmotte, moins bien qu'elle, et je suis moins au point qu'elle parce que je suis plus autant dans le sujet en tant de détail, mais c'est une sommité mondiale et ils se déplacent pas. Bon, ben, on a un problème là. Vous venez pas chercher l'information pour commencer à comprendre. Parce que j'ai des gens qui ont fait des fresques du climat avec des députés ou des assistants parlementaires, ils en sont ressortis effrayés en disant ah oui, mais en fait, ils pensent qu'ils savent, mais ils ne savent rien du tout. Donc, défaut de constat et défaut d'imagination. Ça, c'est les deux grands problèmes. Et je pense que c'est les mêmes pour la population. Langage, en fait, d'éléments de langage quand tu passes dans les médias. Et en effet, une méconnaissance globale du sujet. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, ces citoyens à qui on a laissé du temps et qu'on a rémunéré pour pouvoir donner des solutions. Ils sont montés en compétences, tu le disais, ils ont rencontré... En connaissance, je fais attention, c'est important. Ils sont montés en connaissance. En connaissance, ils ont rencontré des spécialistes du sujet, et donc il y a eu oui, mais il faut le temps. C'est un député, il doit être entre son territoire et l'Assemblée nationale, il est en trajet, il se trouve que j'en connais une avec qui je discute un petit peu en ce moment, et j'en ai rencontré d'autres, ils passent leur temps dans des trains, ils ont plein de choses à faire sur leur territoire, ils doivent être à Paris au moins souvent 2 jours, voire 3 jours pour les sessions, etc., parlementaires. Oui, leur temps est compté. Se poser pour lire des études et rencontrer des gens qui vont les aider à réfléchir, ils essayent de prendre le temps, mais c'est pas simple. Je leur trouve pas 10 000 excuses, mais là, je leur trouve celle-là, c'est qu'ils ont des emplois du temps assez dingues, et se poser pour réfléchir, mais quand est-ce que vous avez le temps ? Vous avez ce qu'on appelle les think tanks ou groupes de réflexion qui sont censés alimenter les partis politiques. À nouveau, je ne vais pas faire de la généralisation, mais je le sais de première main qu'il y en a, mais les partis ne lisent pas ce qui sort des cercles de réflexion et ou parfois qui n'en ont pas. Oui, j'ai eu des retours, mais j'ai été affolé sur le parti qui, on va dire, a piloté le pays pendant un certain nombre d'années, où on m'a expliqué le think tank de En Marche, c'est Emmanuel Macron. Ok. Donc ça veut dire qu'on se repose sur un homme pour avoir toutes les idées. Ça pourrait être un choix. Sauf qu'aucun homme n'a toutes les idées ou ne peut avoir le temps de réfléchir. Ça servait à ça, les cercles de réflexion. Et ils ne s'appuient plus assez dessus. Ils ne s'appuient plus. Et donc, malheureusement, dans la politique partisane, il y a un manque de réflexion de fond, par manque de temps ou manque d'envie. Bon, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a un vrai manque sur ce sujet-là. Mais peut-être le temps, à nouveau, on y revient, peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un moment où on dit, tu as 1 mois par an, tu te remets à jour, tu lis, etc. Et tu y passes plus de temps que ce que tu peux au quotidien. Oui, et puis la priorisation aussi. Complètement. Selon toi, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la polarisation qui existe aujourd'hui ? On connaît tous le mot magique d'algorithme. On vit déjà dans des bulles sociales parce que c'est normal, par nos études, notre classe sociale, le milieu de vie, la ville où on vit, qu'on soit en grande ville, moyenne ville, périurbain ou rural, on vit avec une certaine population et on reste plutôt avec ces gens-là parce que la plupart des gens ne rencontrent pas des gens nouveaux tous les jours, c'est rare. Quand vous commencez à traîner sur les réseaux sociaux, vous allez aimer, soit vous passez du temps, soit vous mettez carrément un like, donc vous allez indiquer à un algorithme ce que vous appréciez. Le but de l'algorithme, c'est pas de vous rendre plus curieux, de vous informer, de prendre le temps, on y revient toujours, de réfléchir et de prendre du recul. C'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est que vous restiez le plus longtemps devant l'écran pour que vous voyiez le maximum de pubs, pour vous vendre le maximum d'objets. 3 petits points dont vous n'avez pas besoin. Excusez, je me permets cette petite pique. Donc son but, c'est que vous regardiez le biais de confort, le biais de confirmation. Vous envoyez des messages sur des sujets que vous aimez bien, avec des personnes que vous aimez bien, que vous avez indiqué que vous appréciez, et vous en donnez le maximum. Donc vous restez dans une bulle, ce qui ne vous aide pas à ouvrir votre esprit. Donc si vous n'allez pas voir quelqu'un qui est en contradiction avec ce que vous avez entendu, de façon dynamique, c'est-à-dire vous, proactive, vous allez écouter que des gens
qui sont d'accord avec vous ou avec ce que vous pensez, et l'algorithme va continuer à vous en envoyer. C'est vrai, et même moi qui passe un peu de temps, alors pas sur les réseaux sociaux nouveaux, je vais les appeler, genre j'ai pas Instagram, j'ai pas X, j'ai pas tout ça. Bon, je suis un has-been, je le sais, mais on va dire, je l'ai vu. C'est une question de choix aussi. Oui, bah, tu vois, on en revient au temps, tu choisis là où tu complètement. mets ton temps. Exactement. Ouais. Je ne veux pas passer de temps, mais je vais pas mentir, je passe pas mal de temps sur YouTube. Je me force à aller écouter des gens dont je sais que je suis pas d'accord avec eux. Et je sais que, historiquement, ils ont sorti des choses qui me font halluciner, mais je me force à aller les écouter. D'abord pour casser un peu mon algorithme, pour qu'il me les amène. Et on ne va pas faire de la politique, me positionner, mais je ne suis pas proche de l'extrême droite. Je vais écouter des interlocuteurs d'extrême droite. Je le fais. C'est pas toujours agréable de ma culture et d'où je viens, mais je le fais exprès parce que je veux entendre ça. Et donc YouTube me propose des gens de positionner sur l'extrême droite et je veux les écouter. C'est 25% de la population qui vote pour le Rassemblement national. Je veux entendre ce que ces personnes, ces influenceurs ont à dire. J'y passe pas tout mon temps non plus, parce que je veux rester sain d'esprit. Mais c'est important. Et si vous ne le faites pas de façon proactive, les réseaux sociaux vous laissant dans votre bulle, vous êtes conforté dans votre position de plus en plus, donc moins d'ouverture. Donc dès que vous allez entendre quelqu'un qui est en contradiction avec ce que vous dites, c'est une remise en cause de votre pensée, et comme vous êtes plus ouvert ou moins ouvert, ben vous allez rentrer en conflit direct et pas en dialogue. Ouais. Donc vous polarisez. Et on y est là aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi le manque d'ouverture, et je pense que la situation se tendant socialement et économiquement, on est tous en tension parce qu'on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc on est plus tendu, et quand on est tendu, on revient sur ses basiques, et donc on est un peu moins ouvert au dialogue politique. Alors ça devrait être le moment. Ce que je dis à mes étudiants, là, ça va secouer. Ça a déjà commencé, mais ça va secouer encore plus. Sauf que ce qui va se passer dans les 10 prochaines années va être extraordinaire, parce qu'on va être obligé de réinventer pratiquement tout. Donc on va avoir un dialogue politique, dans le sens où on va discuter, mais aussi entre citoyens, et ça devrait être le moment. Par contre, même pour les écologistes convaincus, c'est aussi un exercice de s'entraîner à être capable d'entendre des choses hallucinantes, choquantes, en disant « mais non, mais moi je veux conduire un gros 4x4 et trucs, machin ». Et bien, il faut être capable de l'entendre pour engager le dialogue, même si ça retourne le bide en disant « mais ça fait 25 ans que j'essaie de me battre pour qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre, et je suis encore obligé d'entendre quelqu'un qui m'explique ». Ben oui, et il faut engager le dialogue. Bon, il y a des gens avec qui c'est impossible, mais c'est beaucoup plus possible que ce qu'on pense. Il faut travailler la patience, il faut travailler le dialogue. Oui, la prise de hauteur, la vision de recul. globale. Exactement. Il y a beaucoup de philosophie derrière ça, en fait. Pour moi, en ce moment, je suis plutôt scientifique de formation, même si derrière, je vais sur la sociologie et l'économie, mais la philosophie prend de plus en plus de place dans ma vie, parce que c'est l'outil pour repenser la vie, la société, nos relations. La philosophie aide beaucoup. Et le dialogue est la base de la philosophie. Ouais. Quoi. La vraie politique, étymologiquement, c'est la philosophie aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on se trompe sur les règles et les enjeux aujourd'hui qu'on nous raconte ? On reste à la surface, en fait. C'est ça le problème. Parce que donc, toi, tu parles de radicalité. Étymologiquement. Pas facile ce mot. Donc, ça vient de racine. Est-ce qu'on peut parler, quand tu parles, toi, de radicalité, d'aller à la racine, je fais exprès, je vais loin, hein. Est-ce qu'on peut parler d'aller à la racine du mal pour justement mieux comprendre ce qui se passe et derrière réfléchir à ce qu'on la racine, oui. Alors je dirais peut-être la racine du problème plutôt que la racine du mal, parce que c'est vraiment un peu manichéen. Est-ce que ça ne devient pas un mal à la fin ? Mais bien sûr. Si, à nouveau, même si peut-être certains de vos auditeurs seront peut-être choqués ou surpris par certaines de mes formulations, je vous promets que je lisse encore mon discours par rapport à mes positions et mes points de vue, parce que mon but, c'est pas de choquer, et surtout, même si on a beaucoup de temps, j'aurais besoin de beaucoup plus développer pour être cohérent. Mais on n'aura pas le choix. Et c'est pour ça que c'est difficile, et toutes les questions que tu m'as posées avant reviennent tout à ça. Ouais. C'est que si on fouille le sujet en détail, on arrive au fait que ça nous oblige à remettre en cause notre fonctionnement socio-économique, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut toucher au capitalisme ? Ça, c'est peut-être un autre débat. L'approche néolibérale, la consommation à outrance,
l'individualisme égoïste. Donc, je précise toujours individualisme égoïste parce que l'individualisme est aussi un concept anarchiste qui cherche l'autonomie intellectuelle et donc qui, je considère, est plutôt positif dans l'esprit d'une société où on autonomise les gens intellectuellement. Donc l'individualisme égoïste, etc., etc. Remettre tout ça en cause, c'est aller au fondement du fonctionnement de notre société. C'est violent, c'est dur. Je pense que nous n'avons pas le choix, mais on n'a pas envie d'y aller. Personne n'a envie de se faire mal. Sauf que si on le prend tôt, qu'on s'organise, qu'on planifie, ça pourrait être moins violent. Malheureusement, comme on recule pour mieux sauter, là, le saut, il devient de plus en plus grand. Parce qu'il faut aller à la racine du problème, du mal. Nous n'avons pas le choix. Et l'humain, les changements radicaux, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il y a du bashing écolo, à ton avis ? Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'on est dans une période intéressante. Je vais remettre une petite touche d'optimisme. Il n'y en a pas eu beaucoup, je sais, dans mes dires là jusque-là, mais il y en a quand même ici ou là. Je pense que le bashing écolo, et ça a été très bien résumé là par une association qui s'appelle Parlons Climat et qui a bien résumé ça, et ils ont bien formulé quelque chose que je sentais depuis quelques années et que j'exprimais en disant cette polarisation dont tu parlais, je vais même parler de clash, on arrive où on a parlé le terme d'éco-terroriste, enfin des choses extrêmes qui ont juste mais aucun sens, aucun sens dans la façon dont c'est dit, mais on essaye de rendre extrême l'autre pour ne pas avoir à dialoguer, on peut pas dialoguer avec les terroristes de toute façon, donc on va le mettre à l'extrême, il devient trop distant, etc. On coupe tout ça pour ne pas entamer le dialogue. On est dans une période en fait de transition. Pourquoi on arrive à ces confrontations de plus en plus dures ? C'est parce qu'on n'est sûrement pas loin de la bascule. Okay. Alors la bascule, elle peut avoir deux trucs. Ça peut être la bascule environnementale où vraiment le changement climatique devient tellement violent, les températures tellement piquent qu'elles affectent l'économie à des points catastrophiques, qu'on a du mal à travailler, on a du mal à produire, on manque d'eau. Jamais oublié, si on a un problème de température d'eau, les centrales nucléaires sont obligées de ralentir leur production, etc. Des choses comme ça. Mais l'autre bascule, ça peut être, d'accord, en fait, on a compris, il va falloir toucher au fondement de l'organisation de notre société. Donc peut-être que ce clash qu'on est en train de voir, qui est trop polarisé malheureusement, est-ce que c'est pas le dialogue politique, donc une anthropologue que j'aime beaucoup, qui est malheureusement décédée, qui s'appelle Mary Douglas, qui disait le seul moyen, elle a fait une grille de lecture, d'analyse des populations, que je trouve très très intéressante et très éclairante, en disant mais ces différents groupes avec différentes visions du monde ne peuvent s'entendre et vivre ensemble que par le dialogue politique, qui était plus ou moins ce que Hannah Arendt aussi disait, à la fin, tout ce qui compte c'est la politique, dans le sens on dialogue, etc. Si on arrive à remettre ça, sortir de la polarisation, je pense qu'on va s'en sortir parce qu'on y est. On le voit dans les sondages, la population a compris que le sujet environnemental était problématique, n'avançait pas dans le bon sens. La population sent bien que le sujet économique, il y a un truc qui marche plus comme avant et on rêve. Le Make America Great Again des Américains, c'est ça en fait, on rêve de revenir en avant, en arrière, puisque avant ça allait, ça fonctionnait, sauf que c'est pas possible. On n'est plus dans les mêmes conditions, on sort plus de la Seconde Guerre mondiale. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut avoir ce dialogue politique. Et là, on est dans un moment, j'espère qu'il n'est que temporaire, où on essaie de dialoguer, mais on est tous polarisés et on ne sait plus trop dialoguer. Donc la bascule, elle va peut-être pas se faire facilement. Mais je pense que ce ralentissement qu'on a dans l'évolution des réglementations, des règles, on demande en France et à l'Europe de la simplification, ralentir sur les règles environnementales, on a beaucoup entendu ces expressions depuis un an, et je pense que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est peut-être le signe que c'est un ralentissement parce qu'en fait, il va y avoir une bascule beaucoup plus forte et plus grande qui va arriver. Choisie, je l'espère, j'ai peur que ça soit en partie contraint. Parce que manque de pétrole, manque de matières premières, température qui monte, tension sur l'eau, effondrement de la biodiversité, et qu'on se prenne des claques et des claques et des claques. Et ma grande théorie des claques, c'est malheureusement, on évolue plus vite que quand on se prend des claques. La crise du Covid nous a montré, on n'est pas capable de voir de médicaments, on ne produit plus rien en France, donc on n'a pas de masque. Enfin, ça a réveillé tout le monde sur l'industrie et ce qu'on produit en France. On est sorti de là, tension sur la supply chain mondiale. Alors, on n'arrivait plus à avoir de PlayStation 5. Bon, ça, c'est peut-être pas très grave. Mais on a eu des tensions sur plein d'autres éléments parce qu'on ne remet pas en route une chaîne. On a réalisé qu'on était dépendant du reste du monde. Guerre en Ukraine, on a réalisé qu'une énorme partie de notre gaz venait de la Russie. En fait, on réalise des choses et qu'on était très dépendant du gaz, encore pour le chauffage.
On doit se débarrasser des énergies fossiles pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais 65%, allez, on se rapproche de 60% aujourd'hui des énergies qu'on consomme au jour le jour, c'est encore du pétrole et du gaz. Et tout ça, on le réalise que quand on se prend des claques souvent. Oui. Là, j'aimerais bien que pour les prochaines années, on attende moins les claques et qu'on réapprenne à se parler. C'est pour ça que moi, quand j'ai l'opportunité de parler avec des hommes ou des femmes politiques, je m'en fiche du bord tant que je peux ouvrir un début de dialogue. On ne sera sûrement pas d'accord sur grand-chose, mais rouvrir le dialogue pour éviter cette polarisation. Et là, à ce moment-là, le bashing et tout ça restera dans l'histoire, j'espère ça. C'était un moment de nœud, de ralentissement, avant une bascule d'accélération, de transformation. Je l'espère. Mais donc, ça veut dire avoir une capacité à se projeter, avoir une vision d'ensemble et à ne pas être dans aujourd'hui et demain uniquement. Oui. Et c'est vrai que en t'écoutant, je me dis, y a l'Europe d'un côté, tu as les États-Unis de l'autre côté, tu as le bloc aussi asiatique avec la Chine. Enfin, chacun, en fait, s'organise personnellement, mais ils ne jouent pas du tout ensemble, Non. tous ces acteurs-là. Non, mais là, c'est la partie où je vais lisser mon discours parce que sinon, là, vraiment, tous les auditeurs vont ressortir déprimés. Mais toujours pareil, le prendre en compte à la limite. Et je pense que l'Union européenne est en train de se chercher, là. À nouveau, elle s'est pris une claque. Oui. Vis-à-vis de la Chine, je pense qu'elle l'a réalisé pas longtemps après la crise de 2007-2008. En gros, la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Et si vous regardez les chiffres de l'Union européenne, et plus particulièrement de la France, mais pas que, toute notre économie industrielle avait déjà diminué, puisque ça a été un choix politique fait dès la fin des années 70. Enfin, je ne vais pas vous faire tout mon cours sur la désindustrialisation de la France. Oui. Mais il y a eu une accélération de dingue. En fait, la Chine, vous avez 1 milliard de gens, ils produisent vite, bien. Et oui, il y a eu quelques produits de basse qualité, mais en fait, moi, quand je faisais mes études aux États-Unis, je voyais déjà des étudiants chinois arriver. Et je voyais comme on a eu un peu un mépris en Europe à se dire non, mais ils font que copier. Attendez, je pense qu'il y a des millions d'ingénieurs qui sortent tous les ans. Ils sont pas plus bêtes que les autres. Vous allez voir, ils vont arrêter de copier un jour. Là, on est en train de se dire que la prochaine petite voiture électrique qu'on va acheter en France, c'est des BYD, c'est des voitures chinoises. Donc, ils ont très bien, ils avancent, planification écologique. À 15 ans, ils ont compris que les matériaux seraient essentiels, ils se sont organisés. Que ça. Les États-Unis sont en panique parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas fait tout ce que la Chine a fait en termes de planification. Donc, ils sont partis dans de la radicalité avec un président radical. Alors, il ne va pas à la racine, extrême, je vais utiliser le terme extrême en disant je fais des mesures extrêmes. On a l'impression que j'agis, on revient toujours sur le temps, il a pris un nombre de décisions en 6 mois, le tourbillon, etc. Et ils choisissent leur positionnement. Mais oui, c'est la politique de la terre brûlée, là, ils sont en train d'hypothéquer. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, je déteste dire ça, mais il y a quelques éléments dans la stratégie de M. Trump qui sont très intéressants. Okay. Par exemple, ce qu'il faisait déjà, parce que l'Union européenne a été trop naïve sur le protectionnisme, on ne peut pas développer des choses dans notre Union européenne si on se met en compétition tout le temps avec le reste du monde quand on a un peu de retard. Les États-Unis ont fait ce constat en disant, mais en fait, je ne pourrais pas remettre des industries, des usines chez moi si je ne mets pas des barrières douanières. Sa stratégie, en fait, je ne vais pas vous mentir, je fais la promotion de cette même stratégie pour l'Union européenne et pour la France. Mais pas en 3 mois. C'est un truc qui se planifie sur 5 à 10 ans. C'est là où il fait n'importe quoi, de mon point de vue. C'est qu'il va à 200 à l'heure et donc il va faire plus de mal que de bien parce qu'on ne construit pas une usine en 6 mois. Oui. Mais ça fait partie des choses, quand je dis que les hommes et femmes politiques ne comprennent pas tout, ça fait partie des milliers de sujets où M. Trump ne comprend pas grand-chose. Dont le fait que rien ne se construit comme ça. Vous pouvez mettre tout l'argent du monde, ça ne se construit pas comme ça une usine, c'est au moins en année. Oui. Donc je pense qu'il va faire là. L'Union européenne a une opportunité extraordinaire de se remettre en cause parce qu'elle se prend une claque de mince, la Chine va plus pouvoir peut-être autant vendre aux États-Unis, donc ils vont vouloir écouler tous leurs produits chez nous, donc ils vont peut-être casser les prix, on aura encore plus mal en compétition. Les États-Unis mettent des barrières douanières sur nos produits, donc on va moins exporter. Revenons à une réflexion d'autonomie. Oui. Comment on fait de la sobriété, de la robustesse pour pouvoir encaisser des chocs qui vont continuer à venir parce que le changement climatique, il est lancé. Et l'objectif maintenant, c'est de le stabiliser. C'est pas de le réduire, ça va mettre des milliers d'années. On ne reviendra pas en arrière en moins de 100 ans, c'est pas possible scientifiquement. Et on a une opportunité extraordinaire.
Sauf qu'on a 27 pays qui sont pas au même stade de développement économique, qui n'ont pas la même vision de la vie, la société et de l'économie. Donc se mettre d'accord sur ça, normalement les États extérieurs sont un bon moment pour s'unir, se rassembler. Et en fait, là où je pense qu'on fait une erreur, c'est on est là à dire « Ah, mais il faut être encore plus dans la compétition avec eux ». Moi, je pense qu'on fait une erreur stratégique parce qu'on a trop de retard sur la production industrielle. Nous n'avons pas d'énergie à nous, hein. Sachant que je disais bien, quand je dis énergie fossile, puisqu'on en est encore très dépendant. Tu parles France ou Europe ? Les deux. Les deux. Les deux. Il n'y a que la Norvège qui a du pétrole. Hein. La mer du Nord, il n'y a pratiquement plus de pétrole. La Norvège a encore un peu de pétrole. On a un peu de gaz ici ou là, mais l'Europe en a peu. On en importe la très très grande majorité. Donc on n'a pas ce qu'il faut pour ça. Donc se débarrasser des énergies fossiles, par exemple, rien que ça, on serait plus dépendant de la Russie, on serait plus dépendant des États-Unis. Que dans le deal qui a été négocié cet été, si vous avez suivi dans les tarifs douaniers, l'Europe, pour ne pas avoir des tarifs douaniers trop forts, trop élevés appliqués à ses produits, a accepté d'acheter des tonnes et des tonnes de gaz, au passage de gaz de schiste, qui est encore plus polluant que le gaz habituel, parce qu'en plus, il faut le liquéfier, etc. On s'est même engagé sur des volumes supérieurs à ce qu'on consomme. Enfin, c'est aucun sens. Sortir des énergies fossiles nous rendrait plus autonomes. Reconstruire un appareil productif, on ne sera jamais autonome à 100% parce qu'on n'a pas tout chez nous, mais il nous permettrait d'encaisser ces chocs et cette dépendance qui a été trop loin. En fait, ce que je dis aujourd'hui, je suis en désaccord avec beaucoup de gens sur l'économie qui pilotent aujourd'hui et la manière dont on est piloté, mais à la limite, si on veut ouvrir le dialogue, la manière dont je fais, je disais, très bien, vous avez cette vision, marché ouvert, marché libre. Bon, est-ce que vous pouvez reconnaître, peut-être on a été trop loin. Comme la baume d'un bateau, d'une voile, on a peut-être été trop loin, faut la ramener un petit peu pour être un peu plus face au vent ou moins de travers et aller un petit peu moins vite ou ne pas basculer. L'Europe a une opportunité extraordinaire. Je la vois pas la prendre, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris la mesure, elle espère encore que on va mettre du duct tape, on va mettre du scotch ici ou là, et puis on va essayer encore de... On bricole. Pour moi, on bricole parce qu'on ne veut pas planifier, parce que le marché, c'est mieux. Donc, si on planifiait, ça serait trop organisé. Et aujourd'hui, la culture politique et idéologique est contre la planification, et ça serait la meilleure manière de nous installer, de nous positionner dans ce monde multipolaire, qui était déjà toujours multipolaire, mais qui l'a encore plus. Oui, donc retrouver finalement une souveraineté, la souveraineté écologique passera par la souveraineté économique et la souveraineté aussi de nos matières premières se réinventer sur les matières premières. Sur plein de sujets comme ça. Alors, je fais toujours attention et j'embête les gens avec ça. J'utilise peu le mot de souveraineté parce que vraiment, je ne suis pas linguiste, hein, mais comme toujours, quand je me penche sur un sujet, je vais voir. La souveraineté, c'est la capacité à prendre des décisions. L'Europe a le droit de prendre des décisions. Et je donne toujours l'exemple pendant le Covid, la crise du Covid, pendant le confinement. L'Assemblée nationale a voté pour mettre un plafond du prix maximal du prix des masques, pour être juste socialement, puisqu'on encourageait les gens à en utiliser 4 à 5 par jour. Donc il fallait en acheter plein. Si ça coûtait, des gens auraient pu être opportunistes, se faire plein d'argent. L'Assemblée nationale, nous sommes un pays qui a une considération sociale, a fixé un prix maximum sur les masques. Ça, c'est de la souveraineté, on a pris la décision. Sauf qu'on n'a pas de masque. Donc, on était souverain, hein, on a pris les décisions. Hein. Par contre, on n'avait pas d'autonomie. Donc, même plus qu'indépendance, j'aime bien parler d'autonomie. Et c'est pas tout seul, l'autonomie. Hein. Ça veut pas dire tout seul. Ça veut pas dire on parle à personne. C'est on essaye d'être capable de s'auto-gérer un peu plus. Donc, entre indépendance et autonomie, on pourrait avoir une autre discussion. Mais je préfère ce terme-là parce qu'on a le droit de prendre des décisions, mais derrière, on a du mal à agir parce qu'on n'a plus beaucoup d'outils. Et ça a été un choix stratégique à 40 ans. On a fait ce choix. On veut devenir des sociétés post-industrielles. Les usines, elles vont partir dans les pays en voie de développement. Et nous, on réfléchira, on va concevoir, etc. Et je pense que l'erreur, ce que je disais tout à l'heure, on a eu un mépris, je parlais de racisme, ne jamais imaginer que les Chinois allaient être capables de concevoir leurs propres produits et n'auraient plus besoin de nous. C'est ce qui est en train d'arriver. Ils n'ont plus besoin des Européens. Si, comme acheteurs. On n'est plus que des clients, on n'est plus les concepteurs. C'est pas vrai sur tout, mais clairement, il y a eu une problématique là. On a été un petit peu aveugle. On a eu du mal à imaginer
que d'autres pays que l'Europe ou les États-Unis pourraient devenir aussi développés technologiquement, économiquement, et développer des choses qu'on croyait qu'on était les seuls à savoir construire, des avions, des fusées. Sur les avions, je ne dis pas qu'ils sont au niveau d'Airbus et de Boeing, mais les Chinois vont à une vitesse incroyable. Oui, donc il y a un changement total de mentalité, finalement, de remise en question, de compréhension, d'avoir une vision plus méta, mondiale, globale, pour pouvoir... Et moi, je ne parle pas de crise aujourd'hui. Les gens parlent de crise, polycrise ou métacrise. Vous allez croire que je suis un cours de linguistique, mais une crise, c'est quelque chose qui s'arrête dans le temps. Oui. Moi, je pense qu'on est sur une bascule, en fait. C'est plus, mais puisque tous les fondements de notre organisation sont remis en cause, c'est pas une crise, c'est une transition ou une bascule vers une autre organisation du monde. Les gens, ah oui, mais ça reste de l'économie, on échange des produits. Ah oui, mais vous allez voir, on va manquer l'énergie va se prendre un autre rôle, on va en avoir moins sous une forme. On va moins échanger de produits. On en a parlé un peu tout à l'heure en off sur les modèles économiques. On nous encourage à garder plus longtemps nos produits. Donc nos rapports aux objets vont changer. Nos rapports à l'économie, au travail, au temps doivent, et d'une manière, moi, je pense, subie ou choisie, et j'espère que ça sera choisi, je sais que je me répète beaucoup, mais c'est un truc essentiel, tout ça va changer, va se transformer. Donc on est sur une bascule, on n'est pas sur une crise. Mais on revient à l'idée du temps, comme on regarde 6 mois en arrière, 6 mois en avant, et qu'on ne prend pas de recul, on appelle ça une crise, parce qu'on dit, ça va s'arrêter. Mais si vous vous projetez un tout petit peu, vous dites, mais non, mais en fait, l'organisation du monde va totalement... Dans 10 ans, ça ne ressemblera plus du tout. Donc, on est sur une bascule. Et cette partie de changement, on peut l'appeler une crise si on veut. Mais pour moi, c'est trop profond pour appeler ça une crise. Alors, j'adore parce que tu me fais toutes mes transitions. Ah, d'accord, tant mieux, tant mieux. Je te propose, on arrive à la fin de cet épisode, de se projeter. Justement, dans une séquence qui s'appelle « Aujourd'hui, c'est demain ». Je vais te donner des phrases et tu vas les terminer. Ok. On va voir si j'ai de l'imagination. Première phrase. Si on interdisait les fake news climatiques à la télé, alors on gagnerait déjà un peu de temps. On gagnerait déjà un peu de temps et on pourrait... éviter la loi de Brandolini, c'est-à-dire que je ne passe pas 1 heure à démonter ce que quelqu'un a dit en 20 secondes à la télé et qui est n'importe quoi. Donc on gagnerait, je gagnerais du temps, mais pas pour aller plus vite, pour parler de choses constructives et plus être dans les constats seulement. Parce que je passe malheureusement plus de temps à démonter des fausses idées qu'à construire avec les gens le futur. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment là-dedans pour l'instant. Si les écolos avaient autant de temps d'antenne que les climato-sceptiques? Alors, théoriquement, c'est en partie surveillé, théoriquement, ce sujet, puisqu'on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi à la télé. On peut, c'est pas interdit, alors, mais... dans temps d'antenne, je t'ajoute, pas que télé, je t'ajoute tous les réseaux sociaux. Parce que c'est quand même... Oui, et on revoit une augmentation, le post-Covid a joué, la post-élection de Trump a joué, la prise en main de X, anciennement Twitter, par Elon Musk a joué, et on revoit une remontée des dynamiques climato-sceptiques. Tu veux que je t'en dise la phrase? Ouais, je veux bien. Si les écolos avaient... Les écolos sans Z, hein, avaient autant de temps d'antenne que les climato-sceptiques, alors... Oui, parce que ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas l'impression quand même qu'ils en ont moins. Donc je reste optimiste là-dessus. Donc je vais te dire que c'est pas vraiment un sujet. S'ils en avaient beaucoup plus, si je peux me permettre de reformuler, je suis désolé, je te vole ta phrase. Tu peux. S'ils en avaient beaucoup plus sous des formes interactives, on gagnerait du temps. On gagnerait du temps. Et de l'éclairage. Et on ne serait plus dans le subir, qui est, je pense qu'on fait, mais on serait dans le constructif ensemble. Oui. Si l'écologie était enseignée dès la maternelle? Alors, pareil, c'est plus ou moins en partie déjà le cas, entre, sans considérer qu'on est de la même génération, mais nous ne l'avons pas eu, je pense, toi et moi, à l'école. La génération de nos enfants, c'est là. Alors, ils ne sont pas aussi radicaux que tout le monde pense, etc. Mais il y a des éléments que nous n'avions pas. Mais oui, indispensable, on gagnerait du temps. Et moi, j'en glisse un, en fait, je dirais écologie et philosophie.
Bien sûr. pour réapprendre le dialogue, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. T'as raison. Si on enseignait l'écologie et la philosophie dès la maternelle, on gagnerait du temps. Si tous les influenceurs s'engageaient pour le climat, Ils n'auraient plus de boulot. Parce que ça les... Vous couperez ce que vous voulez, Rodrigue, mais bon, j'ai rien contre les influenceurs, mais parce que je regarde beaucoup de YouTube, je vois ceux dont ils font la promotion. Je pense qu'entre la moitié, je suis gentil, à 90% des produits qui les sponsorisent, c'est des opérations commerciales, pas que, mais ils auraient plus ces produits-là et ils iraient prendre des produits écolos qui ont moins d'argent, qui les payeraient moins, donc ils n'auraient pas le même train de vie. Donc voilà. Donc s'ils portaient tous l'écologie, ils gagneraient un peu moins d'argent, ils auraient un peu plus de temps, ils seraient peut-être plus heureux. Et je pense qu'on gagnerait du temps à nouveau. On gagne toujours du temps. Oui. Dernière question, si on récompensait les journalistes qui parlent bien d'écologie? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui se passerait? Je sais pas, est-ce que les prix sont importants pour les récompenses sont importantes pour les journalistes? Peut-être, comme tout le monde, ils aiment bien. Oui, pour tout le monde, ouais. Peut-être ça La encouragerait. De récompense. toute façon, encourager les comportements qu'on considérerait comme positifs, Oui. ça fonctionne à amplifier le phénomène. Donc on peut espérer que ça en encouragerait d'autres à être plus alertes là-dessus. Ouais. Il y avait une asso à une époque qui faisait ça tous les étés, qui embarquait des journalistes pour une formation d'une semaine, camp d'été, formation sur le climat. Je crois qu'ils ont arrêté. Ils ont formé combien de journalistes? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne Elle sais pas. s'appelait comment cette asso? Je ne sais pas non plus, mais c'était, je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que Jean-Marc Jancovici était impliqué dans cette action, mais je ne suis pas sûr. Par contre, je suis pratiquement sûr que c'est arrêté aujourd'hui. Ça me paraît plus indispensable que de donner des prix, mais pourquoi pas? Tout le monde aime les prix, ça peut peut-être motiver. Oui. Alors, tu parles beaucoup de gagner du temps. Un conseil concret, une action simple que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous regardent pour démystifier l'écologie autour d'eux, ou alors même prendre conscience et faire leur part, ou en tout cas commencer à être vraiment acteur de ça? Les deux éléments que je pointerais, c'est en discuter avec les gens. Et même si je pense, au fond, et on ne va pas rouvrir tout un sujet, je pense que tout le monde ne veut pas qu'on culpabilise, ne veut pas moraliser. Je pense qu'au fond du fond, il y a aussi une question morale qui traîne quand même dans ces sujets. Mais engager la discussion dès que quelqu'un dit quelque chose et essayer d'être aussi neutre que possible. Dans le sens, j'ai arrêté il y a bien longtemps de dire aux gens tu devrais, et où... Alors, comme je suis un peu estampillé auprès de mes amis et beaucoup de gens, les gens vont me dire « Ah oui, j'ai pris l'avion, je sais que c'est pas bien. » Jamais, je dis pas que je l'ai jamais fait, mais depuis au moins une décennie, plus jamais je dis « Non mais attends, tu fais n'importe quoi, t'as pris l'avion pour aller à New York une semaine, ça va pas, qu'est-ce qui te prend ?» Plus jamais je ne dis ça. Les gens me racontent, je ne dis rien. Par contre, t'as voyagé récemment? Ah bah non, en fait, tu sais, je prends plus l'avion. Et je m'arrête là. Je ne dis rien, je ne justifie pas, je n'explique pas. C'est ma vie, c'est tout. Si on me demande, ou si j'ai fait un truc, à un moment j'étais impliqué, alors malheureusement il a fermé, dans un supermarché coopératif, je racontais juste, je fais supermarché coopératif, une fois par mois je vais travailler 3 heures dans le supermarché. Ça. Je disais pas aux gens, viens t'inscrire, c'est l'avenir, c'est pour sortir de ces grandes enseignes capitalistes qui te font payer trop cher. Il n'y avait pas de discours avec, je raconte ce que je fais. Et en fait, je l'ai vu en 10 ans comment ça a changé autour de moi. Maintenant, mes interlocuteurs, ceux que je connais, avec qui je suis tout rencontré, viennent me raconter, eux aussi, ce qu'ils font. Tu sais quoi, cet été, là, on va pratiquement tout faire en train. Mais j'ai rien demandé. Et ils viennent presque se justifier. Alors, j'aime pas parce que je suis pas de rôle de juge de paix. Mais comme j'ai engagé le dialogue en posant pas de jugement, en disant, je m'en fous, tu prends l'avion, oui, comme des millions de gens, quoi. Après, tant qu'on raconte pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si les gens viennent me dire « Non, j'ai pris l'avion. » Mais enfin bon, c'est pas grave. Là, je laisse pas passer. En expliquant, 90% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Et l'avion est le secteur, avec le numérique, dont les émissions de gaz à effet de serre augmentent le plus à travers le monde. Donc non, dire c'est pas grave, tu ne peux pas dire ça. Après, tu n'as pas étranglé un bébé phoque avec tes mains. Non, il faut mettre les échelles. Par contre, oui, c'est vrai qu'il faut
réaliser que ça a un impact. Ouais. Donc, engager le dialogue, ne pas être dans le jugement, et en fait, comme la population a beaucoup plus conscience qu'on ne le pense, d'elle-même, la très grande majorité des personnes ne sont pas dans le déni et vous engagez une réflexion. Et comme on ne change pas les gens en un claquement de doigts, moi je dis, je pose des pierres dans le jardin des gens, en racontant ce que je fais, en écoutant ce qu'ils font et leur propre dissonance cognitive, parce que voilà, j'ai pris l'avion, je sais, c'est pas bien, ou je sais pas quoi, et juste écouter et engager le dialogue. Ouais. Et c'est pas simple, hein, la tête me retourne, hein, les gens, j'ai des amis qui me parlent plein de discours écolos, et je sais qu'ils sont sur des sites internet, et clic, et ils achètent 40 trucs par jour. Bon, ben, j'essaie de rien dire. Ouais. Et de même, ils le savent. C'est eux qui finissent par le dire. Je dis, ouais, je sais que j'achète trop de trucs. Et machin. Et donc voilà, engager le dialogue, ne pas juger, et raconter ce qu'on fait sans dire, je suis génial. C'est, voilà comment je fais. Je fais mes vacances cet été, je n'ai pas monté une seconde dans une voiture. J'ai tout fait en train, bus, car et trucs, et machin. J'ai 50 ans, ben, je fais un sac plus petit pour que ça soit moins lourd à transporter. Enfin, je m'adapte, et quand on me demande, ben voilà, j'ai fait ça, et que ça va. Et que savoir que c'est possible. C'est possible, donc tu inspires en faisant ça. Voilà. Oui, C'est peut-être ça, tu très Ouais. bien dit, tu as raison. Quand je dis poser une pierre dans le jardin des gens, c'est, je me dis, tiens, leur donner une idée, ouvrir le champ des possibles. Hein. Pour revenir à la sémantique utopie, c'est ouvrir le champ des possibles. Ce n'est pas l'impossible. Hein. La définition de Thomas More, quand il a inventé ce mot utopia, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est ça que je veux, ouvrir l'imagination, leur dire ce qui est possible, ce qui est faisable. Moi, je suis un Parisien, etc. On est quelques millions. Hein. Et j'arrive à faire ça. Il n'y a rien d'impossible. Ouais, c'est ça. Le fameux « parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait », c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Jérôme, comment, si nos auditeurs veulent rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'on peut te joindre? Alors, pas sur Instagram. Bah non, pas sur Instagram, ça va être compliqué. LinkedIn reste le meilleur, le seul réseau social où je suis vraiment actif. Voilà, donc je suis plutôt présent. Je publie pas beaucoup, mais je réagis. Et là, je vais essayer de plus publier de choses. J'en profite pour faire passer de l'info, inspirer. Je vais ressortir quelque chose que j'avais fait il y a 1 an sur la prise de recul dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on arrive à un vote du budget, là, même si la rentrée va peut-être secouer un petit peu. Essayer de publier là-dessus, raconter à nouveau cette prise de recul en termes économiques qui fait que je pense qu'on ne s'y prend pas nécessairement de la bonne manière. Donc LinkedIn, bon moyen de me contacter. Et sinon, le site internet, je travaille en indépendant, une société qui s'appelle IDH21, que j'ai appelé comme ça, des idées pour l'horizon, pour toujours revenir à l'imagination et le futur, et me contacter par ces moyens-là. Je donne des conférences aussi, pas autant que je voudrais, puisque par manque de temps, mais je donne des conférences, j'enseigne, et ou des projets de recherche. Si des gens ont envie de lancer des expérimentations, je n'en parle pas encore, mais là, je vais revenir à cette idée des conventions citoyennes dont on parle. J'espère en 2026 que j'aurai quelque chose à annoncer de c'est très très important là-dessus, j'espère. Génial. Mais donc je suis toujours ouvert aux propositions, idées et projets, donc n'hésitez pas. Super. N'hésitez pas. Et tes livres sont dispo dans toutes les bonnes librairies? Oui. Évidemment. Oui. Oui. Ou sur Internet, idéalement, par le site de l'éditeur. Quel éditeur? Alors, donc, le premier livre relocalisé, c'était une collection qui s'appelle Fake or Not, que je vous encourage parce qu'ils ont fait plein de sujets. On va mettre les liens aux éditions Tana, celui qui est sorti en 2022. Et le dernier, La redirection écologique des entreprises, qui est un peu plus technique, on va dire, et méthodologique, c'est à la collection Stratégie chez Duno. Ok. Voilà. Donc on mettra tous les liens. Merci. Merci infiniment pour cet échange. C'était merci beaucoup. Vraiment passionnant. Merci aussi aux auditeurs qui nous ont regardés. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez-le, parlez-en autour de vous. Posez vos questions aussi à Jérôme. On relaiera les questions pour qu'il puisse aussi vous répondre sur cette vidéo dans les commentaires. Et puis surtout, restez curieux, restez engagés et bienveillants. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Podcaster by Marjolaine. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est demain. À bientôt!